Je suis célibataire, avis aux amatrices, lançait Pascal Bataille avec ce mélange d'ironie et de désarmante franchise qui a toujours brouillé les pistes. Et lorsqu'il parlait d'Adra, il lâchait une autre phrase, plus troublante encore. Elle est restée ma meilleure amie. Alors, que fallait-il comprendre derrière ces mots? Le retour d'une passion enfouie? Ou simplement cette vérité plus rare, plus adulte, plus déconcertante qu'un simple roman d'amour? Celle d'un homme qui, après les chutes, les rumeurs, la maladie et le vacarme médiatique, a fini par regarder sa propre vie sans maquillage. Il y a, autour de Pascal Bataille, une étrange contradiction qui explique sans doute pourquoi son nom continue de susciter autant de curiosité. Pour une génération entière, il reste ce visage familier de la télévision française, moitié d'un duo immédiatement reconnaissable, silhouette d'un animateur capable de faire surgir les vérités enfouies sous les projecteurs de la deuxième partie de soirée. Mais derrière cette image publique, il y a un parcours plus dense, plus cultivé, plus entrepreneurial que la caricature ne l'a longtemps laissé croire. Né à Bordeaux le 25 janvier 1960, formé à Tivoli puis à Henri IV, passé par des études de lettres, de philosophie et par l'Institut français de presse, Bataille n'est pas seulement un homme de télévision né du hasard des plateaux. C'est aussi un bâtisseur de formats, un producteur, un homme d'affaires et un homme d'idées qui a très tôt appris à transformer l'intuition en machine médiatique. Avant les Lumières, il eut donc le travail de l'ombre. Dans les années 1980, il fonde avec des amis journalistes une agence de presse pour la radio, se frotte au monde de l'information, puis croise Laurent Fontaine, celui qui deviendra son complice le plus durable. Ensemble, ils publient Le Guide de la Combine en 1988, multiplient les expériences, apprennent les codes du rythme, du récit, de l'angle qui attrape l'oreille ou l'œil. Cette alliance n'a rien d'un simple tandem de circonstances. Elle ressemble à une mécanique fine, à une amitié professionnelle devenue marque de fabrique. Bien avant d'être des animateurs populaires, ils furent des observateurs de la société, des capteurs d'époque, des hommes sachant qu'en télévision, ce n'est pas seulement l'image qui compte, mais la manière de fabriquer le désir de la regarder. Puis vient la décennie de la consécration, celle où le duo Bataille-Fontaine s'impose d'abord sur Canal Jimmy et TF1, avant de graver son empreinte dans la mémoire télévisuelle française avec Y a pas photo, puis surtout, Y a que la vérité qui compte. Le concept fascinait, parce qu'il reposait sur une promesse primitive et presque dangereuse. La vérité, enfin, devant tout le monde. Dans une télévision déjà attirée par l'émotion spectaculaire, Pascal Bataille et Laurent Fontaine avaient trouvé une matière redoutable, celle des sentiments retenus, des secrets, des retrouvailles, des refus, des visages qui se ferment ou qui cèdent. Des années plus tard, l'émission reste assez puissante pour revenir à l'antenne, désormais sur W9 via M6+, preuve que certaines mécaniques émotionnelles traversent les époques dès lors qu'elles touchent à ce qu'il y a de plus universel, l'attente d'une parole qui change tout. Mais c'est précisément là que commence l'autre histoire, celle qui rend Pascal Bataille plus complexe qu'un simple animateur nostalgique. Car l'homme ne s'est jamais limité à son rôle à l'écran. Les structures qu'il a cofondées ou dirigées, les Rebelles Communications, le Ribelle, Unimédia, puis Côté Prod, disent autre chose de lui. Un goût profond pour la fabrication, la gestion de projets, la création de contenu et le contrôle de l'envers du décor. Il a produit des émissions, de la fiction, du théâtre. Il s'est aussi lancé dans l'hôtellerie, avec Côté Sable au Cap-Ferret, puis dans d'autres aventures plus discrètes, comme s'il lui avait toujours fallu déplacer son énergie, refuser de rester prisonnier d'une seule définition. Le public se souvient du présentateur. Le métier, lui, sait qu'il y a derrière lui un homme qui a longtemps pensé comme un producteur avant de parler comme un animateur. Et pourtant, malgré cette carrière large, ce n'est pas seulement le professionnel qui intrigue aujourd'hui. C'est l'homme blessé, l'homme séparé, l'homme que les rumeurs poursuivent précisément parce qu'il semble avoir choisi une forme de pudeur dans une époque qui récompense la surexposition. Sur sa vie sentimentale, Pascal Bataille a fini par parler davantage, mais sans jamais tomber dans la confession totale. Ce que l'on sait, c'est qu'il a eu plusieurs grandes histoires. Bénédicte d'abord, mère de ses deux premiers fils, Théo et Tristan, puis Adra, avec qui il a partagé 25 ans de vie et eu deux autres garçons, Tim et Talal.
Ensuite, une relation de plusieurs années avec une femme prénommée Inès. Et puis le silence. Ou plutôt ce nouveau chapitre qu'il a lui-même résumé, avec une franchise presque joyeuse. Il est redevenu célibataire, et cette solitude, loin de le terrifier, lui a d'abord donné le sentiment d'une liberté retrouvée. C'est ici que le récit devient trouble, presque romanesque. Car dans l'imaginaire collectif, un homme qui parle avec tant de tendresse de son ex-femme, qui continue de la voir, de collaborer avec elle, de partager des moments de famille avec leurs enfants, ressemble forcément à un homme chez qui quelque chose n'est pas tout à fait terminé. En mai 2025, une photo publiée et relayée dans la presse montre Pascal Bataille réuni avec Adra et leur fils. L'instant est décrit comme précieux, la proximité comme intacte, presque déroutante dans un paysage médiatique habitué aux séparations cassantes, aux fidélités fracassées, aux règlements de compte transformés en feuilleton. Lui, au contraire, raconte une autre forme de lien, fondée sur les enfants, le respect, les années vécues ensemble, et même sur une complicité professionnelle maintenue autour de leur hôtel. Forcément, les spéculations s'enflamment. Une simple entente civilisée? Ou les signes d'un retour sentimental que personne n'ose encore officialiser? C'est là que le titre rêvé par les faiseurs de récits sensationnels trouve sa force. Aimer à nouveau son ex-femme. Parce qu'il suffit parfois de presque rien pour allumer une légende. Un regard sur une photo, une formule trop tendre, une présence qui ne s'est jamais vraiment interrompue. Une phrase comme « Elle est restée ma meilleure amie » qui, dans un autre contexte, passerait pour un aveu de maturité, mais qui, à la lumière des habitudes du spectacle, devient instantanément matière à soupçon. Pourtant, lorsqu'on suit les faits au plus près, autre chose se dessine. Pascal Bataille n'a pas confirmé un retour amoureux avec Adra. Ce qu'il a confirmé en revanche, c'est la rareté d'un lien préservé malgré la rupture, la possibilité d'une intimité transformée plutôt qu'anéantie. Autrement dit, ce que beaucoup ont voulu lire comme le retour d'une passion pourrait bien être une réalité plus subtile, la survie d'un attachement profond sous une autre forme. Et cette nuance change tout, car elle dit quelque chose de notre époque autant que de lui. Nous sommes fascinés par les reconquêtes, les réconciliations, les histoires qui rejouent le passé sous forme de miracles. Nous voulons croire qu'un homme revenu de ses désillusions retourne vers celle qu'il a connue avant les tempêtes. Mais Pascal Bataille semble raconter autre chose. Après Bénédicte, après Adra, après Inès, il ne se présente pas comme un homme revenu à une case ancienne. Il se présente comme un homme debout dans un espace nouveau, un homme qui n'exclut plus l'amour, mais qui ne veut plus le confondre avec la dépendance. Lorsqu'il déclare être célibataire, prêt à faire de nouvelles rencontres, il ne ferme aucune porte. Il refuse simplement que d'autres nomment à sa place le contenu exact de ses liens. Il faut dire que la vie, entre-temps, l'a violemment remis à l'essentiel. Fin 2024, Pascal Bataille annonce sur Instagram une nouvelle qui glace le public. Il est atteint d'un cancer du poumon. Il parle sans pathos, presque avec une fermeté combattante, affirmant qu'il va guérir, qu'il bénéficie de traitements nouveaux, qu'il croit à l'issue favorable. Cette prise de parole n'est pas anodine. Dans un univers où tant de personnalités choisissent de taire la maladie ou de l'envelopper d'un flou protecteur, il décide d'affronter le mot lui-même, le mot cancer, le mot poumon. Et avec lui, l'idée terrible que, derrière les archives télévisées, derrière l'image de l'animateur toujours maîtrisé, il y a soudain un corps menacé, un homme contraint de redéfinir l'échelle de ses priorités. Les mois qui suivent donnent à son récit une gravité nouvelle. Après environ 3 mois de traitement, incluant une immunothérapie de pointe selon les récits de presse rapportant ses confidences, il subit en janvier 2025 une opération lourde au cours de laquelle une partie de son poumon est retirée. Le langage médical, d'ordinaire si froid, devient ici un élément dramatique, presque brut. On ne parle plus d'un concept, mais d'un morceau de souffle enlevé pour sauver le reste. Ce qui impressionne alors, ce n'est pas seulement l'épreuve, mais la manière dont Pascal Bataille la raconte ensuite, sans héroïsation excessive, sans se peindre en martyr, plutôt comme un homme lucide qui sait qu'il a traversé une zone sombre et qu'il en est ressorti avec une forme de gratitude calme. Puis arrive la phrase que toute personne malade rêve d'entendre un jour.
même en sachant qu'elle ne suspend jamais totalement l'ombre de la peur. La rémission. En avril 2025, il explique sur Europe 1 être officiellement en rémission, avec une issue pour l'instant très favorable. Plus tard, d'autres relais de presse le montrent rassurant, parlant de sa forme retrouvée, du retour possible au travail, du soulagement des proches. Ce mot « rémission » change la couleur entière du personnage public. Pascal Bataille n'est plus seulement l'homme des vérités révélées sur un plateau. Il devient celui qui a dû apprendre, dans sa vie privée, une vérité autrement plus intime. La fragilité n'est pas une abstraction. Elle a un calendrier, des examens, des chambres d'hôpital, des proches qui tremblent plus que vous, et ce silence particulier qui suit les mauvaises nouvelles. Et c'est peut-être à ce moment précis que son rapport à ses anciennes compagnes prend une résonance nouvelle. Car dans ses confidences relayées par la presse, il insiste sur l'aide reçue de son entourage durant la maladie, et notamment sur le soutien d'Adra, restée sa meilleure amie, ainsi que sur celui de Bénédicte, sa première épouse. Rien, dans ses paroles, ne confirme une reformation du couple. Mais tout révèle quelque chose de plus profond. Au moment où la santé vacille, les êtres qui comptent vraiment réapparaissent sans costume, sans stratégie, sans décor. La maladie, souvent, simplifie cruellement le paysage sentimental. Elle montre qui demeure. Et chez Pascal Bataille, ce demeurer-là semble avoir pesé plus lourd que toutes les spéculations mondaines. Alors, les rumeurs sur un retour avec Adra prennent une autre saveur, non plus celle du scoop sentimental, mais celle d'une méprise presque inévitable. Oui, ils sont restés très proches. Oui, ils se retrouvent en famille. Oui, ils ont construit ensemble plus qu'une histoire d'amour, une famille, des projets, une mémoire commune. Oui encore, dans un monde saturé de ruptures théâtrales, leur entente paraît presque suspecte tant elle est paisible. Mais la paix n'est pas forcément la passion retrouvée. La paix peut être un accomplissement plus difficile encore, celui de deux adultes qui ont cessé de se détruire, qui ont choisi de préserver les enfants, les liens, la gratitude, et qui refusent que la fin d'un couple efface tout ce que ce couple a eu de réel. Pascal Bataille paraît d'ailleurs assumer une solitude qui n'a plus rien d'une défaite. Lorsqu'il évoque son célibat, il n'a ni l'amertume de celui qui règle ses comptes, ni le désespoir de celui qui mendie une seconde chance. Il parle de liberté, de disponibilité, même d'ouverture à d'autres rencontres. Plus tard, il ajoute avec humour que toute future compagne devra accepter sa chienne Ouna, comme si, après les grands drames, l'existence se réorganisait soudain autour d'exigences simples, presque tendres. Cette légèreté retrouvée n'annule pas le passé. Elle montre au contraire un homme qui n'est plus entièrement prisonnier de celui-ci. Voilà sans doute ce que beaucoup ont pris pour un aveu caché sur son ex-femme. En réalité, c'était peut-être l'aveu d'autre chose, l'acceptation d'un présent enfin redevenu respirable. Au milieu de cette reconstruction intime, un autre événement vient éclairer le récit d'une lumière inattendue. Le 1er février 2026, à 66 ans, Pascal Bataille annonce sur les réseaux sociaux l'arrivée de son premier petit-fils. L'image de lui tenant le bébé dans ses bras a frappé parce qu'elle condensait tout ce que l'année précédente avait menacé. Quelques mois plus tôt, il parlait de cancer, d'opération, de combat. Désormais, le voici grand-père, souriant, entouré d'une famille qui paraît debout. La scène a touché collègues, internautes, admirateurs, non seulement parce qu'elle était heureuse, mais parce qu'elle ressemblait à une revanche silencieuse sur la peur. On ne voit pas simplement un homme tenant un nourrisson. On voit un homme que la maladie n'a pas empêché d'atteindre cette rive-là de l'existence, celle où la vie vous passe des bras de père aux bras de grand-père. Il y a d'ailleurs, dans cette photo familiale, quelque chose de presque symbolique pour comprendre Pascal Bataille aujourd'hui. Longtemps, il a incarné la télévision de l'aveu, du dévoilement, du rideau qui s'ouvre. Mais en vieillissant, son propre récit semble nous dire que les plus grandes vérités ne sont pas toujours spectaculaires. Elles peuvent être modestes, un ancien amour qui devient une amitié capitale, une maladie qui vous force à mesurer la valeur du temps, des enfants devenus adultes, un petit-fils qui arrive comme une réponse muette à l'angoisse des mois précédents,
Un homme qui continue à travailler, à produire, à revenir à l'antenne, sans prétendre être invincible. Cette matière-là est moins explosive qu'un scandale, mais infiniment plus humaine. Cela n'empêche pas la part plus sombre de rester, car Pascal Bataille demeure une figure marquée par la violence douce de la culture télévisuelle française, cette machine qui adore avant de moquer. Avec Laurent Fontaine, il a été abondamment caricaturé par les guignols de l'info, jusqu'à devenir l'un des symboles d'une télévision émotionnelle, jugée parfois cynique. Lui-même en a reparlé des années plus tard, expliquant que ces caricatures les faisaient rire, tout en reconnaissant qu'elles furent plus difficiles à vivre pour ses enfants, notamment les aînés, moqués à l'école à travers l'image de pères présentés comme des frères siamois avec un seul cerveau pour deux. Voilà aussi l'envers du succès. Être transformé en marionnette nationale, puis constater que les adultes s'en amusent, tandis que les enfants, eux, encaissent la brutalité du rire collectif. Cette dimension explique beaucoup de sa trajectoire. Peut-être a-t-il été sous-estimé parce qu'on l'a trop vite réduit à un style d'émission, à une époque, à une caricature. Or, sa longévité dit le contraire. Il est revenu. Il a traversé les changements de chaîne, les évolutions du goût télévisuel, le passage par la radio, la production, l'entrepreneuriat, les hôtels, le théâtre. Il a vu le regard du public se déplacer, parfois se durcir, puis se réadoucir. Et en 2025, quand Y a que la vérité qui compte poursuit l'aventure sur W9, ce n'est pas seulement la nostalgie qui parle. C'est aussi la preuve que Pascal Bataille et Laurent Fontaine ont su conserver une place identifiable dans le paysage audiovisuel, avec cette promesse presque archaïque, mais toujours efficace, faire surgir l'émotion vraie au milieu du dispositif médiatique. Alors, qu'a-t-il finalement admis Pascal Bataille? Pas nécessairement ce que les rumeurs voudraient entendre. Il n'a pas officiellement confirmé qu'il revivait une histoire d'amour avec son ex-femme. Il a admis quelque chose de plus discret, et peut-être de plus bouleversant. Que certaines séparations n'effacent pas l'essentiel. Que l'on peut perdre une forme et sauver le lien. Qu'après 2 unions brisées et une autre relation terminée, il existe encore une vie sentimentale possible, mais débarrassée des illusions théâtrales. Que l'on peut être célibataire sans être seul. Que l'on peut avoir été moqué, fragilisé, opéré, puis revenir avec davantage de vérité qu'au temps des plateaux. En somme, ce qu'il confirme n'est pas seulement un statut amoureux. C'est une philosophie tardive. La vie ne revient jamais en arrière, mais elle peut parfois réconcilier ce qu'elle avait séparé, non pour rejouer le passé, mais pour lui donner enfin un sens. Et c'est peut-être pour cela que l'histoire de Pascal Bataille touche encore. Parce qu'elle ressemble moins à un conte de retrouvailles qu'à une méditation sur ce qui reste quand les lumières baissent. Il reste les enfants. Il reste les anciens amours transformés. Il reste les amis fidèles. Il reste la santé reconquise, même provisoirement. Il reste le travail que l'on aime encore assez pour y revenir. Il reste ce petit-fils accueilli en février 2026 comme une promesse adressée au temps. Et il reste surtout cette ironie magnifique. L'homme qui a passé une partie de sa vie à mettre les vérités des autres en scène nous apparaît aujourd'hui plus émouvant quand il se contente de laisser filtrer la sienne, par fragments, sans tambour, presque malgré lui. Au fond, la vraie question n'est peut-être pas de savoir s'il aime encore Adra comme autrefois. La vraie question est plus troublante. Combien d'hommes sont capables, après l'usure, après les blessures, après la maladie, après l'orgueil abîmé par le temps, de regarder leur passé sans haine et leur avenir sans peur? Pascal Bataille semble avoir atteint ce point fragile où l'on ne cherche plus à gagner la bataille de l'apparence, mais celle de la justesse. Et cela, dans un monde qui adore les déclarations fracassantes, vaut peut-être plus qu'un grand aveu spectaculaire. Si ce récit vous a touché, laissez un like et abonnez-vous pour suivre d'autres histoires vraies, troublantes et profondément humaines sur les grandes figures qui continuent de fasciner.